c'est le projet Aide à mourir, le projet fin de vie. Vous trouvez tous les noms manipulatoires que vous voulez, qui est de retour au Sénat. On en avait beaucoup parlé sur Juste Milieu. Vous le savez, j'avais essayé de me mobiliser là-dessus, de lancer un peu, en tout cas une prise de conscience, alors à notre échelle, avec nos petits bras, on bricole, mais en tout cas de faire. J'avais essayé de faire quelque chose pour en parler, pour apporter l'information sur ce projet de loi tout à fait scandaleux. Alors, je vais pas tout redire, je vais pas radoter une fois de plus. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite à ce sujet. Vous pouvez taper Euthanasie sans limite sur YouTube et vous allez trouver cette vidéo-là, très exactement, qui date du 18 avril 2025, donc ça va faire quasiment un an, quand le projet de loi a été notamment débattu à l'Assemblée nationale, et la navette parlementaire suit son cours. C'est désormais du côté du Sénat que les sénateurs vont se poser la question, sachant que des amendements ont déjà été mis en place. Le texte est trafiqué dans tous les sens, mais le but, ce sera de faire passer le cœur même du projet de loi. Ils vont changer les mots, ils vont changer tout ce qu'il faut pour endormir tout le monde, mais le but est que ça passe. Donc, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai pu faire sur l'analyse, on va dire, du projet en tant que tel, sur le plan même anthropologique, philosophique, parce que on est là encore sur l'aboutissement du projet néolibéraliste où tout est à monnayer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et surtout, comme l'individu, dans le principe libéral sur le plan économique, l'individu peut décider de tout, peut réaliser tous ses désirs, et que l'État et la société ne doivent pas être des obstacles sur le chemin de son désir, et désormais c'est même la mort qui devient objet de choix, objet de désir individuel. C'est l'un des principes du libéralisme économique. Et donc, ce projet de loi a été mis en place pour ça, sans même parler des volontés d'économie, à l'heure où la France cherche de l'argent. On fait ce projet de loi, donc on ne peut pas symbolique plus dégueulasse que d'amener ce genre de projet de loi pour dire aux gens, écoutez, c'est vrai que les gens en fin de vie, les personnes âgées, sont celles qui coûtent cher en traitement, en accompagnement médical. Et comme on cherche du pognon, le mieux, c'est peut-être de vous pousser justement vers une solution où vous coûtez plus cher, c'est-à-dire vous débarrasser le plancher. Donc, je ne vais pas revenir sur les éléments basiques, en tout cas de mon analyse, une fois de plus, qui n'est que la mienne, c'est évidemment subjectif. Je vous renvoie vers les vidéos publiées, mais là, on a du nouveau, parce que forcément, qui dit retour des débats au Sénat, arrivée des débats au Sénat, dit nouveaux éléments dans la presse. Et là, on a quand même une évolution que j'ai trouvée assez notable et que je voulais absolument souligner, et notamment un article dont je vais vous parler, qui lâche des dingueries sur la réalité de l'euthanasie, et vraiment je vais tirer un immense coup de chapeau à ce journaliste qui écrit ça dans la presse mainstream, comme quoi il y a de l'espoir, et on a vraiment encore des journalistes qui sont capables de faire le taf, donc ça met un petit peu du baume au cœur, voilà. On commence avec le journal du dimanche, qui nous en a parlé ce dimanche, c'est écrit dessus, le journal du dimanche, c'est le dimanche. Aurore Berger, c'est pour faire voter des moutons. C'est écrit dessus, donc arrêtez de vous compliquer la vie. Dans le journal du dimanche, page 12, très exactement, on nous parle du retour du projet de loi Aide à mourir, appelé comme ça, parce qu'on est dans la manipulation des mots à fond. On parle d'aide à mourir plutôt que d'euthanasie. On fait tout pour tromper les gens, en vérité. Et on a déjà eu, je vais vous lire un petit bout, d'une tribune signée Laurent Frémont, Emmanuel Hirsch et Michel Houellebecq, donc l'écrivain Michel Houellebecq, qui, j'ai pas fait exprès celle-là, je suis désolé, l'écrivain Michel Houellebecq, attends, j'ai soif, je me mets un coup d'eau, qui fait partie des rares artistes à s'être mobilisés contre ce projet de loi d'aide à mourir, ou d'euthanasie sans limite, comme j'aime mieux l'appeler, on va dire. Et je vais vous lire un petit bout d'une tribune qui a été signée par les trois hommes, que j'ai trouvé vraiment brillante, et qui souligne assez simplement les gros problèmes de ce projet de loi scandaleux. Voilà ce qu'on peut lire. Cette loi ne relève ni d'un simple ajustement juridique, ni d'une réforme parmi d'autres du droit de la fin de vie. Il s'agit d'un changement de nature, d'un déplacement décisif de la frontière morale sur laquelle reposent encore nos sociétés.
L'interdit de tuer n'est pas un principe abstrait. Il n'est ni un vestige religieux, ni un réflexe archaïque destiné à rassurer des consciences inquiètes. Il est un fait de civilisation, une borne posée à la toute-puissance des individus comme à celle de l'État, une ligne minimale sans laquelle tout devient progressivement négociable, la valeur d'une existence, le moment de sa disparition, l'opportunité de sa suppression. Une société qui commence à organiser la mort de ses membres les plus vulnérables cesse peu à peu de croire à la valeur intrinsèque de la vie humaine. Il y a dans cette évolution quelque chose de profondément troublant pour une démocratie moderne. Lorsqu'une communauté politique consacre tant d'énergie à se montrer plus soucieuse d'organiser la fin que d'assurer les conditions d'une vie digne jusqu'au bout, c'est que sa capacité à penser le bien vivre s'est affaiblie, voire effondrée. La légalisation de la mort provoquée est présentée comme un geste de liberté et de compassion, mais le droit à mourir ne demeure jamais un simple droit individuel. Par la force normative de la loi, il tend inévitablement à devenir un devoir de mourir. Ce qui est d'abord proposé comme une possibilité devient une attente implicite, puis une pression diffuse. Donc, je vous lis le début de cette tribune qui est vraiment magnifique, qui est très intéressante, à retrouver dans le journal du dimanche du 18 janvier. Et on a surtout un autre article dans le journal du dimanche qui est très intéressant. Parce que avec le retour des débats autour de l'euthanasie sans limite, vous allez sûrement entendre parler, comme d'hab, nos amis politiciens, nos amis journalistes, en tout cas ceux qui soutiennent le projet de loi, nous font toujours la même technique, c'est de dire « oui, mais regardez dans les autres pays ce qui se passe ». Rappelez-vous, pendant le Covid, c'était la même. On nous disait, oui, mais en fait, en Allemagne, ils ont fait ça, donc on va faire pareil. Quand l'Allemagne fait quelque chose, t'es pas obligé de le faire. Vraiment, c'est pas tout le temps une bonne idée de suivre ce que font nos amis teutons. Donc, bon, l'un des pays cités parfois en exemple, c'est le Québec, où, chez nos amis du Québec, au Canada, chez nos amis du Québec, l'euthanasie a été mise en place en 2014, ça a été l'aide médicale à mourir a été légalisée en 2014. On a eu un rapport récemment qui démonte beaucoup d'arguments qui ont été mis en avant dans le débat en France, des arguments pour tenter de convaincre les Français et des arguments qui se cassent la gueule quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays. Je vais vous lire un passage de cet article pour comprendre à quel point les arguments qu'on entend dans le débat français sont faux et surtout pour comprendre ce qui nous attend. Si ce projet de loi passe, écoutez les évolutions potentielles, en tout cas ce qui s'est passé chez nos amis québécois. Le Québec a légalisé l'aide médicale à mourir en 2014. À l'époque, les autorités tablaient sur une pratique marginale, une centaine de cas par an tout au plus. En France, c'est pareil. En France, on nous dit vous inquiétez pas, il n'y aura pas grand monde. Comme d'hab, c'est une loi qu'on met en place pour personne, mais on la met quand même en place dans le doute. Et puis, bizarrement, il y a des évolutions de la loi qui font que ça concerne de plus en plus de gens. Je continue. 10 ans plus tard, la réalité est tout autre. Selon le rapport annuel 2024-2025 de la Commission sur les soins de fin de vie, publié le 30 octobre dernier, l'aide médicale à mourir représente désormais 7,9% des décès dans la province, soit une hausse de 9% en un an. Un record mondial. Cette progression ne doit rien au hasard. Présentée à l'origine comme une exception ultime, l'aide médicale à mourir a élargi son cadre au fil du temps. En 2019, un jugement de la Cour supérieure a jugé discriminatoire le critère de fin de vie, ouvrant la voie à un élargissement du dispositif. Comme dans tous les pays ayant légalisé l'aide à mourir, cette ouverture a enclenché une dynamique continue, nourrie par les décisions judiciaires et les pressions d'associations militantes. À cela s'ajoute un choix terminologique délibéré qui n'est pas sans conséquence. Au Québec, l'euthanasie est officiellement qualifiée de soin, une désignation qui l'inscrit dans l'offre médicale ordinaire, banalisant l'acte et dédouanant les professionnels qui la proposent. Donc, on est encore dans un sujet fun, je ne vais pas vous mentir, vous l'aurez compris, c'est on se fend la gueule aujourd'hui, on se fend la gueule. Mais ce qui est passionnant, c'est que on entend souvent parler de cette expression, vous savez, du pied dans la porte. Alors il y a aussi la main dans la gueule, mais ça c'est Adrien Quatennens, donc ça n'a rien à voir. Le pied dans la porte, c'est quand nos dirigeants proposent une loi en disant « vous inquiétez pas ». Ça va rien changer. La loi, elle concerne absolument personne, mais c'est pour ça qu'on la met en place. Et puis une fois que c'est en place, il y a de petites évolutions, petit à petit, qui viennent s'ajouter, qui viennent se rajouter, et qui ouvrent bien plus largement les dispositions initiales. On est en plein dedans. Il suffit de regarder l'exemple notamment du Québec. Donc, une fois de plus, je prends les nouveaux éléments qui sont sortis ces derniers jours, je vous les relais pour comprendre que ce qu'on a pu se dire il y a quasiment un an, en avril 2025, est en train de se réaliser.
C'est pas que on a été devin sur Juste Milieu quand on a tous parlé de ça, les amis, tous ensemble, on en débattait dans le Juste Bistrot, dans les vidéos. C'est pas qu'on a été devin, c'est que ça se passe tout le temps comme ça. Qui plus est, à l'ère de ce que je vous disais, où la France cherche des économies, où la France pousse un projet presque civilisationnel, toujours plus néolibéral, toujours moins dans le respect de l'individu, de ses droits, de sa dignité, que, voilà, on en est là. Aujourd'hui, on parle d'une marchandisation des êtres humains. Il y a ce que vous coûtez, il y a ce que vous rapportez. Les personnes qui risquent d'être soumises au régime de l'aide à mourir ou de l'euthanasie sans limite sont en général des personnes qui coûtent de l'argent ou qui n'en rapportent pas assez. Donc on est définitivement dans la matérialisation du projet idéologique de nos sociétés. Et ça fait pas plus réagir. Ça fait pas plus réagir. Ce que je trouve assez sidérant, alors on va pas se remettre la gueule à l'envers. Je vous en parle parce que je trouve que c'est très important. Après, voilà, on est conscient que tout ça n'est pas très nouveau, malheureusement. Mais ce qu'on vit là avec l'euthanasie sans limite, c'est une continuité du Covid-19. C'est ce que je vous disais déjà il y a un an. On est dans la continuité du Covid-19. Ce qu'on a pu regretter pendant la plandémie ou pandémie, vous choisissez le mot que vous voulez, ce qu'on a pu regretter, c'était le fait que, en un claquement de doigts, à cause du virus sorti du trou du cul d'un pangolin, l'individu devenait une donnée de tableau Excel. C'est-à-dire qu'avant, on croyait que nos gouvernants faisaient attention à nous. Faut soigner les gens, faut donner du pognon aux hôpitaux pour qu'ils puissent soigner les gens. Et en un claquement de doigts, quand il y a eu la maladie, la zoonose d'une chauve-souris qui a eu un plan cul avec un pangolin qui lui-même avait couché quelque temps avant avec Sofia Chikirou, bref, à ce moment-là, on avait compris que finalement l'individu devenait une donnée. Il y a les malades, il y a les pas malades, il y a les potentiellement malades, il y a le nombre de lits occupés par des gens, et donc la société devenait un immense tableau Excel où le bien-être, l'inquiétude, la compassion, la consolation, tout ça ne comptait absolument plus, et seul comptait la rentabilité, l'efficacité, les taux d'occupation dans les hôpitaux, tout ce que vous voulez. Donc pendant le Covid, on était tous d'accord pour ça. On était tous d'accord pour dire que c'était scandaleux et qu'on rentrait véritablement dans la néolibéralisation même de la santé, dans ce que l'État peut avoir de plus important dans son rôle de protection des citoyens, dans le développement du bien-être, de l'espérance de vie, dans le rôle de protection des individus. Eh bien, pendant le Covid, on a compris que finalement, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça. On était dans le calcul, on était dans la rentabilité, l'optimisation. Et on s'est dit, bon, c'était le temps du Covid, parce qu'il y avait urgence, donc il fallait se débrouiller. On pouvait l'entendre, après tout, pourquoi pas. Mais là, avec l'arrivée de l'euthanasie sans limite, on se dit, c'est toujours un petit peu la même trajectoire. On en revient au même point, c'est-à-dire que derrière des grandes valeurs de dignité, d'aide à mourir, de soins, l'euthanasie sera un soin. Ce qu'ont fait nos amis québécois, c'est quand même... Là, on est chez Orwell. Je pense qu'on est dans la même logique intellectuelle, dans ce néolibéralisme qui fait de l'individu une donnée, une variable. Ce que vous coûtez, ce que vous rapportez, votre potentiel de rentabilité, on est dans ce genre de calcul. Et je trouve ça, à titre individuel, assez sidérant. Je trouve ça assez sidérant. Il y a Francky Vincentime dans le chat qui dit « On passe de l'euthanasie au Covid. Waouh, le grand écart. » N'hésite pas à développer, camarade, avec grand plaisir, parce que c'est le principe aussi du débat. C'est vraiment de vous donner mon point de vue, mais j'ai pas la vérité. Donc, c'est de pouvoir en discuter. C'est aussi pour ça que je mets ce sujet sur la table. C'est pour libérer la parole, comme on dit aujourd'hui, et surtout créer du débat, créer des réactions. Donc, n'hésite pas à dire. Et en commentaire, également, si vous regardez cette vidéo, allez-y. Donc, dans ce débat-là de l'euthanasie sans limite, on a eu l'article dont je vous parlais tout à l'heure, et que j'ai trouvé vraiment très très bon. Et il est à trouver dans Valeurs Actuelles du 21 janvier 2026. Alors, pour le coup, un hebdomadaire que je trouvais assez moyen ces derniers temps, voire pas ouf, on va pas se mentir. Mais là, il y a eu un papier que je voulais vraiment saluer dans le Valeurs Actuelles du 21 janvier 2026, qui parle justement de l'euthanasie sans limite
écrit par Bertie Vore. Donc je salue cette journaliste, vraiment, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas si elle regarde cette vidéo, mais bravo à elle, vraiment un grand coup de chapeau. Cet article déjà intitulé « Qui sont les grands prêtres de l'euthanasie ?» Je vous lis le chapeau. Depuis le 20 janvier, la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir est examinée par les sénateurs en séance publique, l'occasion de revenir sur le passé encombrant et le présent douteux des promoteurs de l'euthanasie. C'est-à-dire que il y a eu un... Quand le débat était encore à l'Assemblée nationale, il y a eu comme un flottement où les médias se sont dit « Tiens, on va en parler, mais vite fait ». À la limite, pour relayer les éléments de langage de l'ADMD, donc le fameux lobby pro-euthanasie, qui compte parmi ses membres d'honneur Olivier Falorni, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc on est encore dans un débat qui se déroule dans une belle indépendance. L'ADMD, qui est une association ouvertement liée à la franc-maçonnerie, on va en reparler. Donc on avait quelques rares éléments médiatiques, mais c'était assez léger, c'était assez discret en vérité. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Valeurs Actuelles, ils se sont dit, et si on lâchait toutes les dingueries possibles autour de ce projet ? Des dingueries renseignées, des dingueries sourcées. Et vraiment, j'ai été sur le cul. Je ne vais pas vous mentir, j'ai été sur le cul de ce qui a été écrit dans Valeurs Actuelles. Je vais vous lire quelques morceaux parce que vraiment, chapeau. Et ça fait plaisir parce que dans les médias mainstream, il peut y avoir des travaux de qualité. Vous savez, j'aime bien insister là-dessus. C'est très important de ne pas être dans le tous pourri, de tout rejeter. Il y a parfois des trucs super et des journalistes qui font le taf. C'est sûrement pas la majorité, mais en tout cas, il y en a. Madame Bertie Vore, tout mon respect. Je vous lis quelques morceaux pour comprendre à quel point l'article est très important, pour comprendre en plus le contexte historique et intellectuel de l'émergence de tels projets de loi comme l'euthanasie sans limite. Voilà ce qui est écrit. Dans cette perspective nouvelle, le malthusianisme, du nom de l'économiste britannique Thomas Malthus, prônant la limitation volontaire des naissances, et le darwinisme social, qui valorise le sacrifice des vies jugées inférieures, deviennent des leviers essentiels de la promotion de l'euthanasie. S'ajoute l'eugénisme, qui justifie la suppression des vies dysgéniques à la qualité génétique détériorée, ça veut dire, précise Gregor Pupink. Et de résumer, ces changements majeurs dans la conception de la vie humaine ont rendu possible ce qui était inenvisageable jusqu'alors, à savoir la justification de l'infliction de la mort à un être humain innocent pour un motif de nature biologique ou sociale. Le courant euthanasiste se fonde ainsi sur deux piliers, l'optimisation économique de la vie humaine et l'éradication de l'imperfection. Et là, on va plonger dans le contexte historique. Alors, il y a un commentaire très intéressant dans le chat d'Anarchy08 qui dit « C'est juste que l'article est en accord avec tes idées, rien à voir avec la qualité. » Alors, sur ce que je viens de lire, t'as tout à fait d'accord, t'as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi. Il y a sûrement un biais de confirmation, hein, n'en pas douter. Mais sur le contexte historique, là, c'est plus une question de point de vue. Je trouve qu'il y a des éléments qui sont mis en avant qui me semblent assez factuels. Après, je suis d'accord, hein, faut rester prudent. Je vous lis le contexte d'apparition du débat lié à l'euthanasie dans nos sociétés occidentales. Dès 1935, le Royaume-Uni voit naître la Voluntary Euthanasia Society, dont une grande partie des membres provient de l'Eugenics Society britannique, une association fondée en 1907 au sein de laquelle avait été évoqué l'usage de chambres létales. La même année aux États-Unis, le futur président de l'Euthanasia Society of America, Charles Francis Potter, formule une proposition similaire recommandant l'exécution compassionnelle dans des chambres létales à gaz des enfants handicapés, des malades incurables et des déficients mentaux. Comme le souligne Gregor Pupink, le nazisme n'est que la mise en œuvre locale par un régime politique d'une vision qui au départ était portée principalement en Angleterre et aux États-Unis. Dans ces milieux, les réseaux se recoupent étroitement. Au sein de l'ESA figure Julian Huxley, vice-président de la VES, ou encore Margaret Sanger, fondatrice du planning familial, bien connue des responsables nazis, rappelle le directeur de l'ECLJ. La découverte dans l'après-guerre des horreurs commises par les nazis contraint les prophètes de l'euthanasie à changer le nom de leurs officines et surtout à développer un nouveau vocabulaire plus favorable à leur vue. Ainsi, le terme de dignité fait-il son apparition au sein du débat public. C'est évident que si vous demandez aux gens s'ils sont en faveur de la mort dans la dignité, 90% des gens vous répondent oui parce que la manière de poser la question exclut de fait qu'il y ait une réponse autre que l'euthanasie, s'insurge la psychologue Marie de Henzel. D'autres termes font leur apparition, procédure collégiale, personne de confiance, directives anticipées, autant de précautions sémantiques utilisées par les lobbies face à l'inquiétude persistante d'une possible dérive. Cette évolution dans les termes s'accompagne d'un narratif positif, faisant de l'euthanasie un nouvel idéal social, présenté comme loi fraternelle qui va rassembler tous les Français. Donc,
Vraiment, je vous invite à lire cet article de Valeurs Actuelles que j'ai trouvé vraiment passionnant. Alors, c'est tout à fait juste. C'est aussi parce que je suis d'accord avec ce qui est dit. Il faut tout à fait être honnête, on est d'accord, hein. Mais le contexte dans lequel émerge la notion d'euthanasie est très important à rappeler, dans la mesure où il ne faut pas oublier que euh, et c'est enfin, le lien entre les solutions létales comme l'évocation de chambres à gaz, tout ça est évoqué dans les années 30 et pas dans l'Allemagne nazie. Pas dans l'Allemagne nazie. Et on est déjà là dans une application d'une vision idéologique, en l'occurrence peut-être même un petit peu néolibérale, et le nazisme va être une application concrète, dramatique évidemment, mais une application concrète des mêmes calculs de dire il y a les individus rentables, ceux qui sont fonctionnels et ceux qui ne le sont plus. C'est ce qu'expose brillamment Johann Chapoutot dans son livre Libre d'obéir, où il parle de ça. Il parle des liens qui existent entre les méthodes du régime nazi et le néolibéralisme tel qu'il est appliqué encore aujourd'hui dans, d'une certaine manière, l'optimisation de toute vie humaine, ce que ça coûte, ce que ça rapporte à la société. Évidemment, je le résume très très vite et je ne peux que vous inviter à lire ce livre de Johann Chapoutot, mais l'article de Valeurs Actuelles le rappelle de manière assez factuelle, et c'est ce que je trouve vraiment passionnant, vraiment bluffant. Alors, on reparlera de ce sujet, bien évidemment. Je voulais vous faire un petit point là-dessus parce qu'il va falloir être prudent. Les débats reviennent au Sénat, donc on va reparler de ce sujet-là. On va avoir droit à une mobilisation, encore, hein, à une propagande du lobby pro-euthanasie très lié à la franc-maçonnerie, soyons clairs. C'est le principe de la DMD, je vous l'ai déjà exposé plusieurs fois, je l'ai démontré dans les 2 vidéos dont je vous parlais tout à l'heure. Et vraiment, je vais vous tenir au courant. Je fais ces petites capsules que je publie donc sur Juste Milieu Bonus, et on fera une grosse vidéo plus longue sur le sujet après l'étude du projet au Sénat. On en reparlera un petit peu plus en détail, mais je trouvais que c'était très important de revenir là-dessus et de vous tenir au courant.